Bonsoir, l'ambassadeur de France en Israël nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Éric Danon, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous êtes vous-même en confinement, en quarantaine, comme de nombreux Français d'ailleurs, qui sont arrivés en Israël ces derniers jours. D'abord, vous pensez que c'est important de montrer l'exemple, de respecter ces fameuses consignes imposées par les autorités israéliennes ? Oui, tout à fait. D'abord, bonsoir à tous et bonsoir à vos spectateurs. Il est tout à fait fondamental, et c'est mon premier message, de respecter les consignes et recommandations édictées par le gouvernement israélien. Je suis moi-même effectivement en quarantaine depuis mon retour de Paris lundi dernier et jusqu'à lundi en 8. Et je considère que c'est tout à fait important et qu'il faut être de ce point de vue-là tout à fait exemplaire. Moi-même, mais aussi tout le personnel de l'ambassade qui est certains sont dans le même cas parce qu'ils sont arrivés de France aussi après un séjour à Paris. Est-ce que vous avez un moment vécu votre mise en quarantaine aussi comme un message peut-être adressé par Israël aux franco-israéliens après certaines polémiques, on s'en souvient ces derniers jours, une mauvaise réputation peut-être concernant justement le respect de ces mises en isolement ? Non, il ne faut pas regarder les choses comme ça. Il me semble que les Français, comme d'autres, se doivent de suivre les consignes et c'est important individuellement et collectivement. C'est important pour soi-même, pour se protéger, mais c'est aussi très important parce qu'en faisant les gestes élémentaires d'hygiène, mais aussi, comme on dit, d'éloignement social, eh bien, on protège les autres. Et donc, j'en appelle, comme d'autres, à la responsabilité de tous, de façon à ce que, individuellement et collectivement, la communauté française soit au bout du compte considérée comme exemplaire. Donc c'est ça votre message, rassurer et puis faire appel, donc vous dites, à la responsabilité de chacun, parce qu'on sait qu'en Israël, on est malheureusement habitué à certaines situations d'urgence, comme on le disait à l'instant avec Noémie Alioua. Oui, absolument. Et c'est un pays qui est d'une résilience extraordinaire et puis qui est équipé pour cela. Moi-même, je suis à la résidence depuis mon arrivée en quarantaine. Je dispose, mais depuis longtemps, d'outils, d'ordinateurs cryptés, de liaisons sécurisées avec Paris, de quoi travailler avec mes collaborateurs. Et je peux vous dire que l'ambassade, comme le consulat et l'ensemble des services de l'État, continuent à travailler, certes dans des conditions différentes, mais toujours aussi bien, parce que nous sommes habitués dans le pays à gérer des situations de crise. Alors effectivement, on parle beaucoup de la résilience, de la capacité d'adaptation des Israéliens. Parlons maintenant du travail de votre ambassade que vous mentionnez. On imagine qu'il a fallu adapter, peut-être réorganiser certains services au vu de la situation. Est-ce qu'on peut parler d'une cellule de crise aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire que moi je suis arrivé lundi dernier et mardi j'ai mis en place la cellule de crise. Il s'agit de pouvoir répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux cas les plus difficiles. Et puis nous devons nous réorganiser et nous l'avons fait. On va travailler en brigade, de façon à ce qu'il y ait une permanence. Et puis un gros travail aussi en télétravail, bien entendu. Certaines fonctions sont moins aujourd'hui sur la sellette que d'autres. Il est bien évident qu'à l'Institut français, l'organisation des festivals de films ou de l'enseignement change, bien sûr, à la baisse, tandis que d'autres fonctions, et notamment la réponse téléphonique aux Français qui sont anxieux, parfois angoissés, a augmenté considérablement avec des milliers d'appels. Donc nous redistribuons le travail à l'intérieur de l'ensemble de l'ambassade, du consulat et des autres services de l'État, de façon à être toujours prêt à répondre aux Français qui le souhaitent. Donc des milliers d'appels, vous n'êtes pas submergé, vous arrivez à faire face justement à cette demande accrue ? Non, voilà, il y a eu un pic la semaine dernière et maintenant ça va bien. Ça va bien, on s'est réorganisé, la réponse téléphonique fonctionne maintenant parfaitement à la hauteur des questions qui nous sont posées, qui sont d'importance diverse, mais qui pour toute personne qui téléphone, bien entendu, est importante et donc on se doit d'y répondre. Un mot peut-être, Éric Danon, aussi de la coopération entre États contre le coronavirus. Est-ce qu'elle existe réellement ? Parce qu'on a parfois le sentiment qu'à ce stade, c'est un petit peu chacun pour soi, une sorte de repli, peut-être naturel d'ailleurs, même si on sait bien qu'on recopie parfois les méthodes appliquées ailleurs. Les uns et les autres se copient peut-être.
Oui, il est sûr que d'abord il y a un système international qui a fonctionné avec l'OMS, on connaît cela, mais c'est vrai que chaque pays est responsable de la sécurité, de la santé de ses concitoyens. Donc vous avez eu une tendance à des décisions, à ce que chacun prenne les décisions qui lui semblaient les plus adaptées à son pays. C'est très bien, c'est normal. Après, il y a une coopération, bien entendu, en permanence et entre tous les pays concernés ou d'un même groupe géographique. Et puis enfin, c'est vrai, il y a une forme de mimétisme, c'est-à-dire que les mesures prises par les uns, eh bien, elles sont à un jour ou 2 jours d'écart reprises par les autres. Tout le monde est en train d'adopter finalement les mêmes mesures pour faire face à cette pandémie mondiale. Donc solidarité internationale à minima, hein, peut-être, c'est ce que disent certains experts aujourd'hui, un réflexe national de repli. Est-ce qu'on touche finalement peut-être aux limites de la mondialisation malgré les enjeux énormes au niveau économique pour l'ensemble de la planète ? Il est trop tôt pour le dire. Lorsque la crise sera terminée, elle se terminera bien entendu, eh bien, il faudra faire ce que les militaires appellent un retour d'expérience et on verra effectivement que la mondialisation contribue évidemment par la circulation des hommes, des capitaux, des biens à la propagation possible de certaines pandémies. Et puis, ça posera d'autres problèmes économiques. Il est trop tôt pour en parler, bien entendu, sur l'interdépendance des économies. Et puis, il faudra parler, mais là aussi, prenons le temps d'y réfléchir sur la gestion des grandes peurs qui, au niveau planétaire. C'est encore un peu tôt. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action. Mais un jour, évidemment, lorsque ce sera fini, il faudra prendre le temps de bien réfléchir aux conséquences et ça inspirera sûrement beaucoup de réflexions sur la manière dont la mondialisation fonctionne aujourd'hui. Et justement, en tout cas qu'on soit en France ou en Israël, les habitudes du quotidien, elles sont impactées sensiblement pour une durée encore inconnue. Cette menace pandémique, c'est l'un des grands défis, l'une des grandes peurs, comme vous dites aujourd'hui, avec le terrorisme notamment ? Oui, mais bien entendu. Et puis, il y a aussi des peurs comme le climat, la partie environnementale. Donc, il y a une gestion de ces crises qui sont, je dirais, transnationales ou internationales. Et elles appellent à chaque fois des réponses différentes. Vous aurez noté, comme tout un chacun, qu'en réponse au terrorisme, la consigne était, au niveau des individus, surtout continuer à vivre comme avant. Sortez dans les bars, sortez au restaurant, amusez-vous. Parce qu'il faut envoyer ce message-là aux terroristes. Dans le cas du coronavirus, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire surtout changer vos habitudes, soyez dans l'isolement, n'allez plus au restaurant ni etc. dans les bars. Donc on voit que suivant les crises, les réactions en réponse sont tout à fait différentes. En tout cas, sur le fond, l'approche est similaire par rapport à toutes ces menaces, que ce soit entre la France et Israël, vous dites. Oui, il y a vraiment une convergence de vues sur la nécessité aujourd'hui que les personnes soient dans ce qu'on appelle l'éloignement social, c'est-à-dire se tiennent à distance les unes des autres, c'est-à-dire plus de 2 mètres, pour faire attention à ce que la propagation ne se passe pas. Et puis, fermeture des écoles, fermeture des lieux publics, limite des rassemblements. Alors pour l'un, ça peut être 100 personnes, pour l'autre 10 personnes. Tout ça va converger in fine vers les mêmes mesures, car ce sont les seules que l'on connaisse aujourd'hui pour faire face à la propagation de la pandémie à travers le monde. Merci beaucoup Éric Danon, ambassadeur de France, je me rappelle, en Israël, donc d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci encore. Oui.